quels sont les points positifs, ou le point positif et le point négatif? Qu'est-ce que vous retenez, d'un point de vue technique, si l'on peut dire, de ce projet de loi? Dans l'absolu et dans la mesure où ce soit constitutionnel, peut-être le fichier, qui pourrait être un outil supplémentaire, et puis en plus, il se refuse de l'alourdir puisqu'il serait intégré au fichier des personnes recherchées qui existe déjà. Hein. C'est le même qui est utilisé notamment pour les fichiers S. Et puis, peut-être la fouille. Alors évidemment, il y a ce problème de constitutionnalité qui n'est pas de mon ressort. Néanmoins, on peut aussi, par contre, discuter sur la notion de périmètre. On l'a vu notamment le mi-décembre sur les manifestations à Paris, où finalement la notion de périmètre n'était pas forcément suffisante, puisqu'on déplaçait le problème sans forcément le résoudre. En fait, c'est un tout. Ça peut être un bon outil juridique. Le souci, c'est qu'il arrive à un moment où la situation est assez tendue, et la crainte, c'est qu'elle soit prise comme une loi de circonstance, et donc du coup, fasse débat un petit peu trop longtemps. Alors, 2 points. On a parlé du fichier de casseur, brièvement. Bon, on a à peu près compris. Il y a 2 points qui, visiblement, posent problème aux députés. Le périmètre de sécurité qui pourrait être rétabli avec la pratique de la fouille. Là, vous allez nous dire comment on fait, voilà, d'un point de vue pratique. Et puis, la dissimulation de visage, masqué en vue de commettre des délits. Et là, comment fait-on a priori? Alors, voilà. Le visage masqué, vous voyez des individus masqués, a priori vous pouvez vous dire, ou votre supérieur, c'est pour commettre un délit. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez le chercher, vous attendez qu'il commette un délit, ça se passe comment? Dans l'application sur le terrain, on va plutôt l'associer à une autre infraction, notamment le port d'armes ou les violences, tout simplement. Si on a une personne qui, au moment où elle commet une infraction, a le visage masqué, c'est une infraction qui va s'ajouter à la première. C'est plus compliqué pour une personne qui a le visage masqué et qui peut prétendre à vous souhaiter, par exemple, se protéger des gaz lacrymogènes ou empêcher son identification. Donc, en fait, on va un peu voir en fonction du contexte, tout simplement. Et puis ensuite, c'est l'enquête qui déterminera l'élément intentionnel ou non de nuire, en tout cas d'être un casseur. Donc ça, c'est l'enquête qui le dira. Mais sur le terrain, et en tout cas en flagrant délit, ça va certainement s'associer à la commission d'une autre infraction. Il faudra montrer absolument qu'il y ait l'intention de participer à des troubles ou de vouloir nuire. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire dans ce que j'ai lu dans le texte et ce que disent les députés, c'est qu'en gros, le simple fait de porter soit un casque, soit une cagoule, c'est pas suffisant, en fait, pour être... Alors, aujourd'hui, c'est une contravention de passer à un délit, en fait. Donc, il faudra vraiment prouver, et ça, c'est la complexité sur le terrain. C'est supposé être notre compétence. Donc, sur le terrain, on est en mesure, nous, d'utiliser le code pénal et de dire si oui ou non la personne a commis une infraction. Et ensuite, on associe la première à la deuxième. Donc, dans la pratique, c'est pas tant le problème, c'est plutôt dans l'évolution de l'enquête et la décision de justice qui va estimer si oui ou non l'élément intentionnel était là. Et c'est un aspect qui est important dans le droit, de dire, voilà, est-ce que vraiment la personne le souhaitait. Donc, le fait d'apporter des éléments supplémentaires comme le fait de, je sais pas, déceler des pavés, avoir des boules de pétanque, porter une arme par destination, agresser les forces de l'ordre, sont des infractions qui sont déterminées. Donc, du coup, on peut ensuite ajouter la dissimulation du visage. Mais interpellé sur la base de la dissimulation pure, nous on est sur la contraventionnelle, c'est exactement la même loi qui régit le port du visage, le port du voile intégral. Ce que je voudrais ajouter, c'est que quand vous dites ce sera l'enquête qui devra l'établir. Bon, moi ce que je vois dans un texte qui permet 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour une personne qui a le visage dissimulé, c'est que ce sont des personnes qui vont pouvoir être donc placées en garde à vue pour ces faits-là et qui vont pouvoir ensuite bénéficier du régime de la comparution dite immédiate et qui du coup ne vont pas bénéficier d'une réelle enquête et d'une procédure qui sera réellement contradictoire, où ils pourront eux-mêmes tenter de démontrer que non, s'ils étaient masqués, ce n'était pas dans l'intention de commettre de quelconque violence ou dégradation. Ça va être un vrai débat de juriste, là. Bon, un mot, non, pas forcément, non. Là, ça reste de la compétence du magistrat. La décision de faire une comparution immédiate, moi je parle au nom des policiers, que entendons-nous bien. Vous êtes la juriste, pas un syndicat de magistrats. Voilà. Oui. Non. Donc c'est la décision du magistrat, souvent en accord aussi avec les avocats pénalistes qui sont sur l'affaire. Le prévenu a aussi la possibilité, c'est prévu, de repousser, d'empêcher cette comparution immédiate. Il y a ensuite des décisions ou non de détention, c'est toujours encore du ressort du magistrat. En revanche, dire qu'il n'y a pas d'enquête contradictoire sous prétexte qu'il y a une comparution immédiate, c'est un peu tiré par les cheveux, parce que c'est dire en gros que toutes les personnes qui passent en comparution immédiate ont une enquête à charge. Je pense que dans un état de droit, on n'a pas trop... On pourra redébattre du point de la comparution immédiate une autre fois, mais en tout cas, il est certain que cette contravention-là n'a pas été appliquée. On ne voit pas en quoi le fait de rendre ça délictuel pourrait changer donc, le profil des manifestations. Autre point, donc, la fouille. Comment faites-vous une manifestation, comme tous ces samedis précédents, à partir
En ce moment, la loi n'est pas encore votée par définition. Vous procédez de quelle façon? Et si la loi a été votée, qu'est-ce que ça vous donne comme possibilité supplémentaire? Alors, concernant la fouille, c'est la même chose et on peut déjà tout de suite l'intégrer et l'associer. C'est le même problème que pour l'interdiction de manifester. Ce sont des compétences aujourd'hui qui sont du ressort des magistrats. Les procureurs de la République peuvent estimer que sur une zone définie, et notamment c'est le cas pour Paris, de mettre en place des contrôles d'identité, qui est une réquisition permanente. Ça permet d'avoir des palpations, voire même des fouilles sous le contrôle des OPJ, et ensuite de faire des saisies d'armes. Donc le procureur a cette compétence. Ensuite, là, il s'agit de donner cette compétence à l'autorité administrative qui est le préfet. C'est la même chose que pour l'interdiction de manifester, qui aujourd'hui peut être associée pour certaines infractions en tout cas, comme une peine complémentaire et donc du coup décidée par le juge, c'est le concept de la séparation des pouvoirs. Là, le débat se porte aussi sur est-ce que oui ou non nous pouvons donner à l'autorité administrative que sont les préfets la possibilité de décider si une personne, oui ou non, peut se placer, enfin être à un endroit donné, en l'occurrence un lieu de manifestation. En fait, le débat, c'est ça. En quoi est-ce qu'il y a eu, et je dis bien il y a un débat, faillite de la justice qui pousse finalement aujourd'hui le législateur à déférer une partie des prérogatives de la justice vers l'autorité administrative. On peut dire oui en effet que l'autorité administrative ne doit pas avoir cette compétence-là parce que voilà, il peut y avoir des débordements, des excès, des abus. Mais aujourd'hui, est-ce que la peine complémentaire d'interdiction de manifester est vraiment appliquée? En tout cas, l'interdiction de paraître en un lieu donné, qui aujourd'hui existe, est vraiment appliquée. Là-dessus, j'ai mon mot à dire et j'ai envie de dire que pas assez. Et deux, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt dû retravailler cette compétence judiciaire, puisque toutes les infractions ne sont pas prises en compte, notamment dans cette décision à l'heure actuelle, et peut-être aurait-il fallu l'élargir, notamment considérer que les casseurs peuvent être concernés par cette peine complémentaire. Alors il y a l'aspect politique, mais aussi idéologique. Alors vous êtes un syndicat de police, on ne va pas vous demander de faire la politique, mais quand même d'un point de vue idéologique, entre ce que Jean Garrigue rappelait, entre ceux qui veulent un petit peu plus de liberté, ceux qui veulent un petit peu plus d'ordre, de discipline, vous situez comment en tant que syndicat de police ? En fait, je me situe en tant que policier comme garant des libertés individuelles. Et justement, comme vous dites, il y a un débat idéologique aujourd'hui qui concerne la sécurité, comme toujours, j'ai envie de vous dire, où on entend libertaire, liberticide, sécuritaire, laxiste, etc., sans regarder le côté pratique qui est cité notamment par le ministre de l'Intérieur, qui dit que c'est une réponse politique, donc idéologique, il faut dire les choses, et puis aussi pratique. Et sur la pratique, on parle des hommes et des femmes de terrain, que nous sommes, policiers, gendarmes, etc. Nous, on veut juste une loi qui nous protège et qui protège aussi les manifestants. Parce qu'il y a des manifestations à Paris et en France tous les jours qui se passent très bien, parce qu'elles sont ordonnées, coordonnées, parce que ça se passe bien avec les forces de l'ordre, parce qu'il n'y a pas de personnes qui viennent gangréner les manifestations. Je dis bien gangréner, hein. Parce qu'il est important pour les Gilets jaunes de pouvoir continuer à s'exprimer dans un pays où justement l'expression de la démocratie sociale est importante. Mais on a des personnes donc, qui sont mal intentionnées, qui viennent délibérément blesser, voire tuer. C'est leur appel. Hein. Je vous passe toutes les captures d'appels sur les réseaux sociaux à brûler et à tuer des flics, pour reprendre leurs propos actuellement. Nous, ce qu'on veut, c'est une loi qui protège les manifestants, qui protège la population, qui protège les policiers. On a un débat qui s'est orienté idéologiquement contre les forces de l'ordre aujourd'hui, qui sont accusées a priori sans aucune forme de procès, là où le pire des criminels a le droit à un procès en France. Nous, on veut juste une loi qui permet en fait aux forces de l'ordre de pouvoir exercer sur le terrain en ne se mettant pas en danger, et puis sans avoir cette espèce de débat hystérique et émotionnel où on n'a plus du tout d'approche technique et d'expertise, où chacun a son mot à dire. Et un dernier point, les avocats de la Ligue des droits de l'homme, ok, la Ligue des droits de l'homme est impérative, et encore plus dans notre État qui est soucieuse du droit et de l'humanité. Mais on a dans ce débat extrait, sorti, exclu une partie des hommes, avec un grand H, des femmes et des hommes, qui sont les forces de l'ordre et qui ne sont pas du tout considérés, pour ne pas dire qu'ils sont déconsidérés. Est-ce qu'à un moment, quelqu'un va être soucieux de leur vie, de leur intégrité physique et dire oui, en effet, aujourd'hui, il faut mettre en place une loi qui protège les manifestants, mais aussi qui protège les femmes et les hommes, que sont les forces de l'ordre. C'est juste ça notre présence aujourd'hui, c'est de dire, n'oubliez pas notre humanité, on ne veut pas être une variable d'ajustement politique et idéologique, on veut être juste protégé par la loi, comme nous garantissons la protection de celle-ci. Et là, vous le comptiez ou pas, là, dans cette loi? Parce qu'on a parlé des aspects techniques, fouilles, etc. Là, est-ce qu'il y a suffisamment d'éléments qui pourraient vous faire dire ça nous protège? Je vais vraiment sortir du cadre idéologique et utiliser l'expertise, la technique, l'expérience et la pratique aujourd'hui. On l'a vu les semaines qui ont suivi les tristes 1er et 8 décembre, quand on a mis en place des fouilles. Alors,
améliorable, c'est perfectible, puisqu'en effet, on a dit les périmètres de sécurité, et au final, les personnes qui refusaient de se soumettre à la fouille avaient entouré les forces de l'ordre avec toutes les difficultés du maintien de l'ordre que ça inclut. La fouille, elle a été malgré tout nécessaire et utile, puisque factuellement, je dis bien factuellement sur le terrain, on a pris des armes, des cocktails Molotov, des armes à feu, des battes, des clous, des bombes artisanales, qui au passage blessent aussi des manifestants, et malheureusement, ce n'est pas pris en compte dans le comptage des manifestants blessés, à qui on dit qu'ils sont forcément victimes des forces de l'ordre qui font abus de leur pouvoir. Enfin bref, moi je suis sur des éléments factuels. Est-ce que la fouille a permis d'écarter des risques de violence? Oui, factuellement. Après, le débat idéologique appartient aux législateurs notamment et aux militants, mais pas aux forces de l'ordre. Est-ce que le fait d'avoir des périmètres de sécurité, tout comme le fait de fermer les stations de métro, c'est quelque chose qui est pratiqué depuis longtemps et qui n'est pas du tout remis en cause aujourd'hui de manière idéologique? Est-ce que c'est utile? Oui. Est-ce que c'est perfectible? Oui également. Est-ce que le fichier des casseurs est une aide à l'action sur le terrain? Oui, parce que ça permet ensuite de pouvoir anticiper quand on a une commission d'infraction et de savoir si oui ou non la personne aurait pu, puisque le fichier, je tiens juste à le rappeler, répondra suite à une commission d'infraction et une condamnation. C'est-à-dire que la personne sera intégrée au fichier parce qu'elle aura été condamnée pour violence. On n'est pas sur du délit d'intention. C'est pas a priori. Ça a été modifié. Parce que, voilà, oui, non, mais on est d'accord. C'est d'où l'intérêt de débattre sur ce projet de loi, sur cette proposition de loi, et de dire oui, en effet, il ne faut pas être sur du délit d'opinion ou d'intention, et c'est la syndicaliste qui le dit, mais il faut aussi protéger les femmes et les hommes qui sont sur le terrain et qui tous les jours sont blessés. Bon, voilà. Alors, sans être technique, mais c'est assez simple à comprendre. Apparemment, le LBD, ça permet de maintenir à 10-50 mètres les manifestants, ceux qui peuvent mettre du désordre. Il y a aussi les émeutes urbaines, mais là on est dans le cadre de manifestations. Si on supprime le LBD, c'est-à-dire qu'on arrive au contact. Et ce qu'elle soulignait, c'est qu'à ce moment-là, contact, on se souvient tous des images que l'on a vues à Paris avec le fameux boxeur. C'est un danger qui pourrait arriver si on supprimait le LBD, c'est-à-dire que pour vous défendre, vous n'ayez plus que l'arme de service. C'est un danger si on n'a pas d'outils, d'armes de force intermédiaires. C'est comme ça qu'on les appelle, les AFI, parce qu'en effet, elles permettent la distance, mais aussi elles permettent la gestion des voies de fait quand il y a une commission d'infraction et qu'on ne veut pas en venir ni au contact avec l'utilisation de la matraque, ni à l'arme létale, parce qu'on estime que ça n'est pas justifié, avec le peu de temps que les fonctionnaires ou les gendarmes ont pour pouvoir réfléchir dans un cas de légitime défense. Et en fait, au final, le débat du LBD, c'est le débat idéologique des violences sur les violences légitimes. Les violences qui sont prévues par la loi et qui permettent à des forces de l'ordre d'en faire usage contre des personnes pour pouvoir avoir une coercition sur eux. Bien sûr qu'on a toujours ce débat où on peut dire que l'arme est perfectible. Les policiers ne sont pas actionnaires des fabricants d'armes, entendons-le bien. Moi, je ne suis pas l'avocate du LBD. Je suis juste l'avocate de mes collègues qui veulent avoir un outil de force intermédiaire, et à juste titre, parce qu'en effet, quand on a des situations de légitime défense, et plus d'une fois, on s'est retrouvé avec une utilisation du LBD, notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes, des collègues qui en ont fait usage et qui nous disent clairement, j'en ai fait usage alors que le code pénal m'aurait permis de faire l'utilisation de faire usage de mon arme létale, notamment au moment des lynchages par la foule, puisque on considère que la foule est potentiellement létale, et donc du coup elle justifie l'utilisation du 9 mm, et les collègues nous disent mais moi j'ai pas envie, donc j'utilise le LBD pour me dégager de cette situation, et souvent le coup part de manière complètement anarchique. On peut pas être sur la visée. Le problème, c'est que le débat aujourd'hui, c'est est-ce que les policiers visent intentionnellement les visages? On n'est pas sur du tir de visée. Déjà, le LBD a une imprécision puisque c'est un tir en cloche. Donc déjà, on est sur une imprécision et la formation n'est sûrement pas adaptée peut-être aux conditions dans lesquelles elle est utilisée aujourd'hui. Mais surtout, on a aussi une utilisation qui s'est faite aussi dans le cadre de la légitime défense. Et dans la légitime défense, on ne vise pas. Donc oui, il nous faut cet outil ou au moins un outil de force intermédiaire, que ce soit le LBD ou autre chose, mais pas rien. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.